Alors avec nous ce soir, Badis Ranissa, expert en questions internationales et géopolitiques. Bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir. Bonsoir, le plaisir est partagé. Merci pour l'invitation. Alors Badis Ranissa, cette rupture annoncée par le chef de la diplomatie tchadienne a pris Paris de court, on peut le dire. Selon plusieurs médias français, ni Jean-Noël Barrot ni le président Macron n'avaient été mis au courant au préalable de cette décision. Pouvons-nous, selon vous, parler d'un tournant stratégique ? C'est plus qu'un tournant stratégique, c'est un tournant, je dirais même historique, qui marque un point de bascule, notamment dans la relation de la France et son rapport avec l'Afrique, qui d'ailleurs met aujourd'hui en lumière l'échec cuisant, notamment dans sa démarche, mais surtout dans son approche considérée très condescendante, mais surtout aussi dans un esprit très néocolonialiste qu'aujourd'hui, non seulement les dirigeants, mais aussi les populations africaines considèrent comme inappropriées, mais surtout comme honnies et bannies. Donc c'est pour faire l'opposition à cette sémantique, notamment vendue par les médias français, à savoir le sentiment anti-français. Non, on évoque aujourd'hui plus qu'un sentiment, c'est un rejet systémique, notamment de la présence française, mais surtout de l'empreinte de la diplomatie française, qu'elle soit militaire, qu'elle soit économique et autres. Donc, il faut aussi mettre cela en perspective avec, et ça a été évoqué à juste titre dans votre reportage, avec la dynamique défavorable aux intérêts français. Ça a été évoqué effectivement dans la suite le Mali, le Niger et le Burkina Faso notamment, précédemment quelques heures avant le Sénégal, ce qui marque quand même une rupture, qu'on le veuille ou non, en tout cas puisque aujourd'hui l'Élysée, dans une cellule de crise et des réunions de crise, essaye de comprendre, puisqu'ils ont été pris de court notamment, et cela fait suite à cette visite notamment du ministre des Affaires étrangères français qui concluait et considérait cette visite comme une visite positive. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, effectivement, les paradigmes ont changé, notamment les paradigmes diplomatiques, puisque l'Afrique en général et le Sahel en particulier essayent d'adapter leur doctrine de défense et leur doctrine sécuritaire avec peut-être une autonomie stratégique, comme ça a été évoqué dans le communiqué tchadien. Et aussi, vous avez l'Afrique, là aussi, globalement, en général, et le Sahel en particulier, essayent, de mon point de vue, d'établir une nouvelle architecture, je dirais, sécuritaire et défensive pour qu'elle soit plus souveraine, plus indépendante, mais surtout pour qu'elle soit plus à même de répondre notamment aux intérêts de ces États, mais surtout aussi aux attentes, puisque ça a été évoqué là aussi, ni l'opération Épervier au Tchad, ni Barkhane, ni Serval n'ont apporté leurs fruits, puisque aujourd'hui le narratif sécuritaire et lutte antiterroriste ne fait plus recette, et en tout cas il a été rejeté par les peuples africains. Badis Ranissa, on le sait, les installations militaires françaises au Tchad sont les plus importantes et les plus anciennes sur le continent. Quelle sera, selon vous, la répercussion de l'application de la décision souveraine de l'État tchadien de rompre les accords de défense ? Alors, d'abord, elle est diplomatique, puisque c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. L'empreinte, l'influence, notamment de la France, est en nette réduction et recul, pour pas dire on tend vers le zéro, on tend vers justement l'anéantissement, en tout cas, de la présence, qu'elle soit militaire d'abord, mais aussi économique, puisqu'on sait que les grands majors les grandes entreprises françaises jouissent justement de cette influence parfois imposée dans un élan qui n'est pas forcément, un rapport qui n'est pas forcément gagnant-gagnant. Donc il est très important en tout cas pour la France aujourd'hui de reconsidérer cet échec, mais surtout aussi de en mesurer les conséquences. Et ce n'est pas innocent et un hasard que les médias français se sont tout de suite jetés en décrédibilisant notamment cette décision qui est, ma foi, souveraine, hein, si on considère que les États ont quand même une certaine latitude et une marge de manœuvre indépendante pour prendre les décisions qui s'imposent pour défendre leurs intérêts, comme la France le fait d'ailleurs, à juste titre. Mais il est important aujourd'hui qu'effectivement, comme j'expliquais, l'argument de dire que la France, entre parenthèses, encore une fois, dans une approche obsolète, mais surtout inadaptée, avec un esprit parfois, même souvent néocolonialiste, je dirais ostracisme, mais surtout phagocyte les efforts notamment de l'Afrique en général et du Sahel à vouloir s'émanciper, à vouloir s'affranchir, mais surtout aussi à sortir du diktat notamment imposé qui ne va pas
en adéquation, en tout cas, ou dans la continuité des intérêts des populations que je considère aujourd'hui, ce sont des peuples indépendants, des peuples émancipés, mais qui cherchent surtout à être en adéquation avec les potentialités de l'Afrique et que la France a vraisemblablement l'air de freiner à travers des obstacles et des tours de passe-passe. Donc, Baptiste Renissa, comme vous le disiez tout à l'heure, après le Burkina Faso, après le Niger, après le Mali et bientôt après le Sénégal, le continent africain rejette clairement la présence française et le départ de ses troupes est une revendication populaire et un souhait formulé par les États de la région. Peut-on parler, selon vous, d'une défaite diplomatique et d'un revers historique pour la France cette fois ? C'est un camouflet, clairement, un camouflet de la France qu'elle essaye tant bien que mal de dissiper, d'occulter. Mais comme je vous ai dit aujourd'hui au Quai d'Orsay, c'est le branle-bas de combat diplomatique. On essaye de comprendre la dynamique défavorable, mais surtout aussi qui demande à la France de plier bagage, non seulement au Tchad, mais dans d'autres pays. Et je pense que les peu de présences qui sont devenues quasiment je dirais, obsolète et insignifiant, à part, bien évidemment, Djibouti, qui est quand même la porte d'accès indo-pacifique pour la France, hormis le Gabon et un peu en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la France se voit vraiment chassée, c'est le mot, chassée de l'Afrique de la meilleure des manières, puisque, encore une fois, je reviens sur l'échec, sur la considération, l'approche de la France, pour ne pas dire la France-Afrique, qui a démontré ses limites, mais surtout qui est en manque de souffle, puisqu'elle n'a jamais considéré, encore une fois, les aspirations des peuples africains, des aspirations légitimes, et surtout qui n'a jamais considéré aussi, faut-il le rappeler, les mutations géopolitiques, qu'elles soient régionales à l'échelle du continent, mais aussi mondiales, puisqu'on sait que des cataclysmes ont redistribué des cartes géopolitiques, et d'ailleurs ça a été évoqué dans le communiqué du Tchad, de l'État tchadien, à savoir redéfinir notamment les coopérations stratégiques pour sortir du monopole, notamment entre parenthèses occidentales, qui se voulait être protecteur, mais au final qui était plutôt condescendant, mais surtout qui gaspillait ou qui volait les richesses, notamment de l'Afrique. Une Afrique que je rappelle est la source justement de la richesse mondiale, mais surtout aussi potentielle où l'avenir se dessinera les années à venir. Donc vous pensez que ce sont les réelles raisons qui ont poussé à ce rejet du continent africain de la présence française, un rejet qui s'exprime parfois d'une manière très véhémente, comme ça a été le cas, on l'a vu avec le Niger, qui a vu une mobilisation populaire sans précédent pour la fermeture de ses bases. Absolument, comme j'expliquais, les sociétés civiles africaines, et c'est là où peut-être la France se trompe magistralement, ce n'est plus une question de dirigeants, c'est une question aussi de continuité de politique générale qui tire ses racines notamment des directions, des orientations de la société civile africaine, qui est, je rappelle, pour la plupart jeune et qui ne veut plus être justement sous le diktat d'un esprit néocolonialiste, mais surtout aussi d'une vision archaïque qui les a marginalisés toutes ces décennies. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est un peu le retour du bâton, c'est un peu le retour du boomerang pour la France, puisqu'elle a essayé tant bien que mal de se maintenir, mais aujourd'hui, encore une fois, avec la recrudescence, notamment de l'émancipation, mais la recrudescence aussi des coopérations stratégiques qui ont démontré d'ores et déjà leurs fruits. Je peux en citer quelques pays comme la Turquie, comme la Russie, comme la Chine, qui ont su apporter une réponse favorable, une réponse effective aux attentes des peuples africains et des dirigeants, et qui surtout ont considéré la souveraineté de l'action politique et de la décision politique africaine pour pouvoir l'accompagner dans ce processus de développement tant attendu, mais surtout aussi dans ce processus de stabilité et de protection, notamment dans un intérêt ou dans un rapport, comme j'expliquais, gagnant-gagnant, qui répond toujours et qui met toujours au cœur de l'action politique commune les intérêts des peuples africains. Pensez-vous, dernière question, pensez-vous que la France est toujours otage de ces vieux démons coloniaux, malgré la profonde crise sociale et les clivages politiques qui marquent la séquence actuelle, conjuguée à l'échec cuisant de sa politique étrangère au Sahel? Est-ce qu'on peut illustrer cela sur la base de la dernière décision de Paris, par exemple, de reconnaître le prétendu plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental? Il me semble cela reflète la déliquescence de la diplomatie française, y compris aujourd'hui en Afrique. Encore une fois, la France n'a pas su renouveler son partenariat pour qu'il prenne en compte justement les lacunes et notamment les défaillances de sa part.
Oui, j'ai envie de vous dire effectivement, cela est un aveu d'échec et un aveu de faiblesse et de fragilité, de fébrilité. Quant à la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, qui en soi est une hérésie et surtout qui va à l'encontre du droit international que la France est supposée, en tant que membre permanent, défendre à bras-le-corps. Mais indépendamment de tous ces facteurs, il faut rappeler aussi que la France, malgré certaines déclarations ici et là, je peux revenir à la déclaration de Sarkozy en 2007, en 2017 avec Emmanuel Macron, qui se voulait être ce réformateur, notamment en matière de paradigme et de prisme de lecture quant à l'Afrique. Il s'avère que le noyau dur, notamment, et d'ailleurs du propre aveu de Macron au lendemain de son élection en 2018, qui disait que l'État profond français n'a pas suffisamment changé. Donc il y a des lignes rouges, notamment, il y a des directives sur lesquelles, notamment la France, a du mal à innover, a du mal à renouveler, encore une fois, son approche. Mais toujours est-il aujourd'hui, on constate justement le fruit de ces malfaçons, le fruit de ces orientations condescendantes de la France et qui se reflètent, qui s'illustrent aujourd'hui par, je dirais, la sortie par la petite porte, notamment de la France en Afrique, mais surtout aussi par sa substitution par des partenaires beaucoup plus à même et surtout beaucoup plus bienveillants et attentionnés qui permettront, in fine, de laisser, en tout cas, l'envol de l'Afrique et surtout qu'elle soit au rendez-vous avec son avenir prometteur, mais surtout audacieux, qui est porté aujourd'hui non seulement par des dirigeants, mais aussi par les peuples africains. Très bien, merci beaucoup Badis Khanissa d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.